Et donc là, le dauphin, il remonte dans le vaisseau spatial et il prend les lasagnes supersoniques par la main. Moi, à ce moment-là, j'entends qu'une chose, c'est achète une cox. Et moi, je sais pas. Une Cox? Oui, une cox, c'est une coccinelle, c'est une Volkswagen, c'est une voiture de. Oui, je sais ce que c'est une Cox. Vachement bien ça. Ah ouais. Eh ben, il faut en acheter une. Vous pensez? Ah, c'est sûr. J'ai fait 12 ans de médecine alors. Ah, mais acheter une Cox et tout ira mieux. Ok. Bon, d'accord, merci docteur. Mais je vous en prie. It's turning. Salut à tous, alors aujourd'hui on vous présente une voiture qui n'est pas à vendre, une voiture que j'ai achetée, dont j'ai toujours rêvé, alors vous l'aurez compris, il s'agit de celle-ci. On était parti pour vous faire une vidéo un peu genre j'achète la voiture de mes rêves, comme ça avec une vignette, avec une voiture floutée, mais on s'est dit que non seulement on n'avait pas assez d'abonnés et qu'en plus tout le monde s'en branlait, donc un petit peu plus droit au but, et je vous présente aujourd'hui cette magnifique Cox de 1972 dans sa version standard. On va commencer d'abord par l'histoire de cette voiture qui est l'histoire, s'il y a une histoire automobile à connaître, c'est celle de la coccinelle. C'est la voiture qui a la plus grande histoire, c'est vraiment une voiture qui a changé le cours de l'industrie automobile et surtout qui a marqué l'histoire au-delà de l'industrie automobile, donc voiture passionnante. Donc à la base, cette voiture ne s'appelait pas la coccinelle est un surnom qui lui a été donné et qui a perduré par la suite, mais à la base, elle s'appelait Kraft der Freude. Je suis désolé pour ma prononciation germanique un peu approximative, mais qui veut dire la force par la joie. Voilà, toujours sympa ces Allemands. C'est une voiture qui a été développée en 1934 par Ferdinand Porsche, conjointement avec le tristement célèbre Adolf Hitler, qui lui avait commandité cette voiture pour l'utiliser comme outil de propagande pour asseoir la puissance industrielle et surtout la puissance globale du régime nazi et de l'Allemagne dans son entièreté. Comme chacun sait, Volkswagen veut dire la voiture du peuple, c'était donc l'idée de cette voiture. On va le développer un petit peu par la suite, mais c'était vraiment de créer une voiture qui soit accessible à tous et qui surtout soit extrêmement versatile et capable d'affronter énormément de tâches différentes avec un cahier des charges très précis qui a été imposé à Ferdinand Porsche. On l'appelle en français la coccinelle, mais comme je vous disais, c'était pas véritablement son nom. Son nom en interne était la Type 1 et la force par la joie pour le grand public, mais c'est une voiture qui a connu énormément de petits surnoms parce qu'elle avait une tête quand même très marquée, très atypique avec ses formes rondes. Donc les anglophones, notamment les néerlandais, etc., lui l'appelaient le scarabée et nous, et ainsi que les italiens, on appelait ça donc la coccinelle. Dans un premier temps, c'est pas Adolf Hitler qui a contacté Ferdinand Porsche, mais plutôt Ferdinand Porsche qui a contacté le ministère des Transports nazi avec la volonté de leur exposer un petit peu sa vision de l'automobile dans le monde moderne, et ensuite il a été recontacté par Hitler pour développer ce projet qui a permis donc vraiment d'étaler sur tout le territoire et même au-delà, on le verra par la suite, la puissance allemande. Hitler avait développé un cahier des charges extrêmement précis. Il fallait que la voiture consomme moins de 5 litres au 100 pour 1 litre de cylindrée, qu'elle puisse atteindre 100 km/h, qu'elle puisse asseoir 4 voire 5 personnes et surtout, vu qu'à l'époque peu de personnes avaient un garage, qu'elle puisse supporter les intempéries et donc être à l'extérieur et pas trop mal vieillir avec les différentes conditions de météorologie, la pluie, l'humidité, la chaleur, la sécheresse. Tout ça, c'était une voiture qui devait être robuste avec un moteur fiable et efficient. Développée en 1934, elle fut commercialisée en 1938 où on a fait une présentation en grande pompe de cette voiture qui est venue véritablement révolutionner le marché mondial de l'automobile qui était à l'époque dominé principalement par les Américains. En 1945, après la guerre, l'usine de Wolfsburg a été partiellement détruite et a été remise aux mains des alliés anglais
par les Américains afin qu'ils puissent remettre sur pied un petit peu l'industrie allemande et donc envoyer des majors sur différentes usines pour contrôler un petit peu le niveau de bordel qu'il y avait eu après la guerre et savoir ce qui était nécessaire pour reconstruire l'usine. Le major qui était en charge de l'usine Volkswagen est arrivé et a été scotché de voir qu'un grand nombre d'ouvriers bénévoles avaient remonté l'usine et remis en route les chaînes de production et étaient prêts à travailler et du coup très rapidement il a eu l'aval des autorités pour relancer la production des coccinelles. Fait assez intéressant, un peu de fun fact sur la coccinelle, c'est que Ferdinand Porsche avait plagié un certain nombre de brevets de Tatra et de Skoda. En fait, il avait reçu une telle pression de Adolf Hitler, non seulement pour remplir son cahier des charges qui était extrêmement précis et détaillé, mais aussi pour supporter, on va dire, un développement très rapide quand même, parce qu'il y a eu 4 ans entre la commercialisation et le développement, donc il a fallu que ça aille très vite. Du coup, Ferdinand Porsche, il allait piocher un petit peu chez les potes de chez Skoda et chez Tatra, qui a donné lieu à une action en justice de la part de Tatra et qui a été stoppée net par la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, donc après la guerre, Volkswagen a indemnisé 3 millions de marks à Tatra pour un peu dire désolé frérot, on t'a piqué tes brevets, on a utilisé plein de trucs, ça nous a bien servi, merci, Vlad l'oseille. En gros, ça a été un petit peu ça l'idée. Là, on a connu une véritable explosion de la coccinelle avec son export aux États-Unis. On est à fond dans les 30 glorieuses, les Américains sont déjà tous très bien équipés en grosses bagnoles avec des énormes V8, mais on est dans une telle opulence et dans une telle volonté de développement du commerce et de l'achat que certains Américains et même un grand nombre de familles américaines commencent à avoir 2 voitures. Et ça devient la deuxième voiture idéale pour tous les foyers américains. Une voiture qui est très appréciée par les femmes parce que facile d'utilisation, parce que petit moteur, moins contraignante que les énormes cylindrées américaines dans leur carrosserie gigantesque. Là, c'est une petite voiture qui consomme peu, qui est fiable et qui est facile à manier. Donc, elle devient vraiment un best-seller aux États-Unis. C'est d'ailleurs la première voiture non américaine à s'exporter et à se développer aussi bien sur le territoire américain, ce qui était jusqu'alors totalement inédit. Dans les années 70, cette voiture commence à être légèrement désuète en termes de style, notamment chez les Italiens. On voit apparaître des voitures un petit peu plus raffinées en termes de design, avec des designs un petit peu plus racés. Et donc en 1978, la production européenne de cette voiture est stoppée. Mais attention, ça ne veut pas dire que la voiture n'est plus fabriquée. Elle continue d'être fabriquée pour être assemblée au Brésil pour le marché sud-américain où elle connaît toujours un succès colossal, notamment au Brésil ou au Mexique. Einen Wagen haben, der robust, zuverlässig und vor allen Dingen wirtschaftlich ist. Senor Vargas fährt Volkswagen. Ça, c'est quelque chose de fou. Cette voiture a été produite jusqu'en juillet 2004 pour le marché sud-américain et à l'époque, elle avait la dénomination de Export. C'était le modèle qui s'appelait Export parce que fait uniquement pour l'export et assemblé au Brésil. Mais comme je vous le disais, la voiture n'a plus été produite pour le marché européen à partir de 1978 et c'est en 1998 qu'apparaît la New Beetle et ensuite qui a donné suite encore à une deuxième phase de la New Beetle. Mais bon, là, on part sur une voiture complètement différente. C'est le début un peu du néo-rétro qui a été suivi ensuite par Mini puis par Fiat avec la 500. Mais voilà, on est au début de cette tendance-là et qui reprend pour le coup, qui est très fidèle au coup de crayon de la Beetle, enfin de la coccinelle, mais avec une architecture totalement différente. Il n'y a plus rien. C'est un clin d'œil plus qu'une vraie nouvelle version parce que c'est au final une Golf avec une carrosserie de coccinelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coccinelle, c'est la voiture la plus vendue de l'histoire et qui a été produite le plus longtemps. Il s'en est écoulé plus de 21 millions d'exemplaires. Pour être très précis, je vais vous dire ça, 21 529 464 exemplaires, qui est absolument colossal, qui est démentiel dans l'histoire automobile. Ça ne s'est jamais vu. Aucune voiture n'a été produite à tant d'exemplaires. Ce qui explique d'ailleurs la cote aujourd'hui. C'est des voitures qui restent très abordables parce qu'il y en a eu tellement de produites que forcément c'est une voiture qui ne prendra jamais une valeur phénoménale parce qu'il y en a énormément encore sur le marché et vu qu'elles sont fiables et peu chères à entretenir, elles continuent de rouler. Il y a encore plein de gens qui utilisent ça comme daily. Il y a plein de gens pour qui c'est une bagnole qu'ils ont achetée neuve et qui continue de rouler aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant avec l'histoire de la coccinelle, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la coccinelle. C'est, comme vous l'avez remarqué peut-être, le concepteur de cette voiture s'appelle Ferdinand, mais pas seulement Ferdinand, il s'appelle Ferdinand Porsche, ce qui explique d'ailleurs les liens de parenté aussi étroits entre Volkswagen et Porsche. En fait, la coccinelle est le point de départ des premières Porsche. Jusqu'à la 356, on avait le moteur de la coccinelle. Les toutes premières étaient avec le 1100 Volkswagen, qui était un petit peu retravaillé, donc on avait recarrossé la voiture. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est Ferdinand Porsche
Porsche. Moi à l'époque j'étais encore très jeune, donc j'ai eu assez peu de choses à voir avec la conception de ces voitures, pas rien mais peu. Donc voilà, les Porsche étaient donc recarrossés, on avait retravaillé un petit peu le moteur en revoyant un petit peu l'admission, la distribution, le refroidissement de l'huile, qui permettait un petit peu de gonfler, d'en faire une machine un petit peu plus sportive, un petit peu plus nerveuse, mais ultimement une 356 c'est une coccinelle déguisée quoi, c'est une coccinelle en vêtements de sport tout simplement. Et d'ailleurs par la suite, même une fois qu'ils ont lâché le moteur coccinelle, Porsche a longtemps gardé ce 4 cylindres à plat, ce boxer donc, et ensuite l'a développé en 6 cylindres, mais le point de départ c'était cette voiture. Donc Porsche est Porsche aujourd'hui grâce à la coccinelle, c'est vraiment l'impulsion qui a lancé la marque. Et c'est ce qui a lancé d'ailleurs la 911. On retrouve la position du moteur en porte-à-faux arrière de la Porsche. Pareil, ça provient de la coccinelle. En tout cas, voici une histoire intéressante, j'irais jusqu'à dire passionnante. Dans l'histoire de l'automobile, c'est la coccinelle qui est à l'origine de tant de choses, parce que la 911 est à l'origine de tant de choses et qu'elle-même est à l'origine de la 911. Pour finir un petit peu sur l'histoire de la coccinelle, il en existait 5 versions différentes en termes de moteur. La première version qui est un 1131 cm3 qui développait 25 chevaux. La deuxième version qui est un 1192 qui développait à la base 30 chevaux pour ensuite développer 34 chevaux dans son évolution. La troisième est un 1285 cm3 qui développait 35 chevaux. En quatrième, un 1493 cm3 qui développait 44 chevaux. Et la cinquième, un 1584 cm3 qui développait 50 chevaux. Donc on a vraiment une évolution de ce moteur qui a été au fil des années réalisée. Le défaut de cette voiture au début, ça a été très clairement son manque de puissance. Pas un foudre de guerre, mais vous allez voir pendant l'essai que ça marche très correctement. C'est une voiture qui a un châssis qui est quand même très bien foutu et un moteur qui est facilement retravaillable. On va rentrer un petit peu dans ce détail, mais d'abord je vais vous présenter un petit peu celle-ci. Alors je vais vous raconter un peu ma vie, mais depuis toujours, enfin depuis que je suis ado, j'ai toujours rêvé d'avoir une coccinelle. Je voulais ça comme première voiture. J'en ai été un petit peu découragé, surtout j'avais pas forcément le budget quand j'avais 18 ans pour acheter ça comme voiture, et au final je suis passé à autre chose, j'en ai jamais acheté. Il y a pas longtemps, c'est offert cette occasion à moi, et du coup j'ai sauté dessus parce que je n'avais jamais assouvi ce fantasme. Celle-ci donc, il s'agit d'un 1200 standard de 1972. C'est donc, comme je le disais, le 1,2 litre qui développe 34 chevaux. Elle a cette jolie couleur bleu ciel qui n'est pas sa couleur d'origine. C'est une voiture qui a plein de petits défauts qui me posent aucunement problème, parce qu'une coccinelle c'est aussi chouette quand c'est mint que quand c'est rats ou rouillé ou tout abîmé, tant qu'elle est saine. Mais elle est archi saine, toute la rouille a été stoppée et elle roule super bien, elle a une super jolie sonorité, elle a un petit pot qui lui donne donc un beau son et en plus un peu de pêche, et franchement je suis ravi de cet achat que je trouve absolument formidable. C'est pas une voiture qui est une cote montante, mais une cote stable, donc c'est une voiture avec laquelle il y a peu de chances de perdre de l'argent et qui est surtout super sympa à posséder. Ça procure des sensations, ça ne permet pas de rouler à des vitesses trop importantes, donc on a des sensations à basse vitesse, ce qui est super quand on a 18 ans, et surtout c'est facile et pas cher à entretenir. On va vous faire un petit détail des options qui à l'époque était finalement assez, il n'y avait pas autant d'options qu'aujourd'hui, mais il y en avait quelques-unes. Donc le pare-soleil passager qui n'était pas de série, la batterie 12 volts qui n'était pas non plus de série, il y avait une batterie 6 volts qui était un poil juste. D'ailleurs beaucoup de gens font la conversion, ceux qui ont des batteries 6 volts les passent en 12 volts parce que c'est compliqué, ça manque un petit peu de jus. Donc batterie 12 volts, la jauge à essence, donc jauge à essence sur le tachymètre, c'est pas quelque chose qui était de série sur ces voitures là. La lunette arrière dégivrante, ce qui est quand même incroyable sur cette voiture, j'ai une lunette arrière dégivrante qui était elle aussi en option, et ensuite ça allait être des choix d'intérieur, de coloris, etc. C'est tout ce qu'elle a comme option, mais elle est équipée de petits équipements qui ont été ajoutés par la suite que je vais vous montrer tout de suite. Alors quand on a une voiture ancienne, il faut être un peu bricoleur et un peu filou. Par exemple, celle-ci, bon, le klaxon ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un rat a bouffé le fil qui partait du klaxon? Enfin, du moins de la commande de klaxon jusqu'au klaxon? Je saurais pas vous dire. En tout cas, toujours est-il que ça ne fonctionnait pas. Donc l'ancien propriétaire a installé un autre switch pour le klaxon, donc qui n'est pas un simple bouton poussoir, mais qui est un switch, ce qui fait que on branche le klaxon et on peut l'éteindre comme ça. Voilà, donc plus le klaxon il est là quoi. Donc c'est un petit détail assez sympa, mais c'est du bricolage, mais ça fonctionne. Tout à l'heure, hop. Ensuite, il faut savoir, le petit défaut de cette voiture, dans sa conception, c'est que les ailes sont plus larges que le reste de la voiture. Ça ne vous aura pas échappé, les ailes sortent du reste de la carrosserie. Donc quand on la manœuvre, il faut les avoir un petit peu dans l'œil. Le rétroviseur extérieur gauche était de série, mais le rétroviseur droit était en option. Par conséquent, celle-ci n'en était pas équipée, mais du coup, l'ancien propriétaire a installé un miroir sur la custode qui permet de l'ouvrir pour voir avec l'inclinaison parfaite l'aile arrière droite pour quand on manœuvre ne pas se faire une rayure colossale sur l'aile. Essentiel sur une coccinelle et tout particulièrement dans ce coloris, le petit collier de fleurs. Ça, c'est quelque chose qui est
primordial. Sans quoi, juste on a l'air d'un débile en fait quand on a une coccinelle sans le collier de fleurs. Je vois même pas comment on pourrait envisager ce genre de choses. Enfin, dernière petite modification qui n'est pas des moindres, son échappement. Elle a un petit échappement. Alors les premières choses à faire quand on veut modifier une coccinelle pour lui donner un petit peu plus de puissance, comme sur beaucoup de voitures, c'est l'admission d'air et l'échappement. Donc on va tout de suite venir toucher à l'échappement et au collecteur pour donner un petit peu plus de puissance à la voiture. C'est le cas de celle-ci. Donc un petit peu plus de gouache et surtout une jolie sonorité, un bruit bien, une petite trompette là qu'on aime bien et qui est très sympa. Et là franchement j'ai fait le tour des options et des trucs, c'est tout, hein. L'intérieur il y a quand même pas grand chose quoi. Et c'est donc à l'arrière de cette voiture que se passe le plus intéressant, c'est le moteur. Comme donc sur les modèles qui vont suivre, à savoir les Porsche, les coccinelles avaient un moteur qui n'était pas en position avant mais en position porte-à-faux arrière, donc derrière les roues arrière. Ce qui donnait une répartition des masses pour le moins chelou, on s'entend, mais qui avait pour avantage de faciliter l'accès à la puissance du moteur aux roues arrière, puisqu'il était là, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de système à trouver pour foutre la puissance sur les roues avant. Là, tout est à l'arrière, tout est pratique. Et donc, il se trouve dans le coffre. Et c'est ici qu'on retrouve donc ce 4 cylindres boxer, donc boxer qui veut dire moteur à plat, à refroidissement à air de 1200 cm3 qui développe 34 chevaux. Ce qui est largement suffisant pour cette voiture qui doit peser dans les 600 kg à peu près. C'est totalement suffisant pour motoriser cette voiture qui lui permet d'atteindre les 110 ou 120 km/h aisément et surtout de circuler en ville avec la reprise et la pêche nécessaire. On ne va pas faire fumer le goudron, c'est certain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se déplacer confortablement avec une vitesse adaptée, avec suffisamment de reprise pour pouvoir doubler par exemple. Donc au final, c'est pas désagréable à conduire, c'est plutôt souple et suffisamment puissant. Et bien voilà, ça y est, je suis au volant de ma nouvelle voiture et je vais pas vous mentir, je suis très content. Et franchement, j'ai été agréablement surpris parce que je n'avais jamais conduit de coccinelle. Donc voilà, je me suis toujours demandé si à rouler c'était une vraie bonne voiture quoi, ou si c'était un enfer comme une Fiat 500, parce que les Fiat 500 c'est mignon comme tout, mais à conduire c'est atroce. Et ben j'ai eu ma réponse, bah, c'est super à rouler. On a un 4 cylindres à plat, à refroidissement à air, on a une boîte 4 et franchement il y a ce qu'il faut. Alors attention, c'est pas un foudre de guerre mais ça marche correctement, ça se roule tranquillement, ça se roule facilement. Donc mon fantasme est assouvi. Quand j'avais 18 ans, mon rêve c'était d'avoir ça comme daily, et ben j'aurais pu sans problème parce que franchement ça démarre bien, c'est cool. Enfin, ça reste une voiture avec un carburateur mais ça roule super bien. Donc on a une direction qui est plutôt cool, qui est simple, qui est relativement efficace. Ça manque un tout petit peu de pêche. Il s'agit du 1200, donc voilà, on tourne aux alentours des 35 au maximum de mémoire. Donc ça manque un tout petit peu de couple, mais une fois qu'on est lancé, c'est relativement dynamique. Ça a une tenue de route géniale. Surtout celle-ci est un petit peu rabaissée. Elle a un sway-weight, un mécanisme à dents pour permettre de baisser un petit peu la voiture. Franchement, ça tient vachement bien le pavé. Ça freine bien. Celle-ci a des freins à disque, donc elle freine bien. Super caisse. La sonorité est super chouette. On a vraiment un truc à l'ancienne. On a le son du 4 cylindres à plat, du refroidissement à air, l'échappement qui est bien rauque comme il faut. C'est trop cool et c'est une voiture qui met vachement le sourire. Depuis que je l'aide et que je roule avec, tout le monde me fait des pouces. Ça a un capital sympathie dingue et puis surtout voilà, enfin, c'est une voiture qui est mythique, hein. C'est une voiture qui veut dire beaucoup de choses très positives pour beaucoup de gens. J'ai du chauffage. D'ailleurs on pourrait en mettre un peu. Allez, attention, chauffage. C'est à côté du frein à main? C'est ça, c'est à côté du frein à main. Tu as deux petites énorme. tirettes, un pour le chauffage à l'avant, un pour le chauffage à l'arrière. Yes. Donc voilà, chauffage.
Moi, ce que j'adore dans ce genre de caisse, c'est que, bon, bah, bien entendu, je veux dire, c'est des petites voitures pas chères qui sont d'un fonctionnement plus que simple et vraiment rudimentaire, qui ont traversé les années, qui ont eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de propriétaires. Je veux dire, personne ne vous demandera jamais l'historique d'une coccinelle, enfin, à moins que vous ayez un ovale ou un split des années 50, des premiers à 60 000 balles. Personne ne vous demandera jamais rien parce qu'on sait qu'il n'y a rien. Je veux dire, il y a l'historique, c'est une carte grise, quoi. Tu sais qu'elle appartient au mec qui te la vend et ça te suffit. Du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est des voitures qui sont toujours un peu bidouillées. Et vu qu'il n'y a rien comme option dedans, et ben les gens rajoutent toujours des petites options ou viennent parer à certains défauts de la voiture. Par exemple, celle-ci, le mec a installé des petites lumières ici parce qu'il n'y a pas de lumière dans la voiture, il n'y a pas de plafonnier. C'est des petites bidouilles. La voiture est saine, hein, elle tourne super bien, mais on a été obligé de bidouiller un petit peu parce que voilà. Et c'est ça qui est marrant, c'est ce qui fait le charme aussi de ces bagnoles-là. On n'est pas du tout dans une optique d'avoir une voiture 100% d'origine, mint condition, etc. Non, il faut une voiture qui est une bouille, qui est sympa, qui soit agréable à conduire, qui soit saine. Et puis voilà, c'est tout. Et celle-ci, elle n'est pas dans sa couleur d'origine. Elle a dû avoir 50 jantes différentes dans sa vie, probablement. Enfin, je veux dire, tout change. C'est des voitures qui sont faites pour évoluer. Et moi, ça, c'est une philosophie que j'adore, que je trouve super cool. C'est ça qui fait le charme de ces voitures-là. C'est que c'est des voitures qui se passent de main en main, qui évoluent au fur et à mesure, qui changent, qui s'améliorent, qui se diminuent, qui se réaméliorent. Et c'est ça qui est vachement sympa. C'est la première voiture de passionné idéale. C'est plaisant à rouler, ça craint pas grand chose. Des pièces de coccinelle, ça se trouve sans problème, ça coûte rien. Un moteur de coccinelle, ça vaut 1000 balles. Donc c'est vachement bien, c'est très simple. Il peut rien t'arriver de très grave. Il peut rien t'arriver de très grave. Pour apprendre la mécanique, pour apprendre au-delà de la mécanique, ne serait-ce que la bricole, bah c'est parfait. C'est vraiment parfait. Moi, un gamin de 18 ans qui vient me voir, qui me dit j'adore les voitures, je veux m'acheter une petite bagnole plaisir, et ben je dis achète une coccinelle, tu perdras jamais un centime. C'est simple, tu pourras l'entretenir toi-même ou pour pas cher. Et tu vas prendre un pied d'enfer. Ça consomme rien. Franchement, je me dis comment j'ai pu attendre autant de temps avant d'en avoir une. C'est tellement cool. Je suis tellement heureux d'avoir acheté ça. Et donc voilà, cette voiture n'est malheureusement pas disponible à la vente, à moins que vous m'en proposiez bien au-dessus de sa valeur sur le marché, auquel cas n'hésitez pas à me contacter. En attendant, j'imagine qu'on va recevoir tout un tas de messages et de commentaires de la part des ayatollahs de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire de Volkswagen, de l'histoire de Porsche, des moteurs à refroidissement à air, des moteurs boxer, des autres moteurs mais qui connaissent un peu le boxer. Bref, voilà, il ne faut pas hésiter parce que c'est une voiture qui a une histoire riche et dense. J'ai essayé de vous faire un condensé qui m'a semblé intéressant et pertinent. Peut-être ai-je dit des bêtises, auquel cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais ça, je n'en ai aucun doute. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer nous voir. Et si vous voulez l'essayer, je vous ferai faire un petit tour avec. À bientôt.